Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Cette fois-ci, on va parler de mes lectures du mois de mars et vous allez voir que c'est littéralement en dents de scie. Ouais, on est sur une vieille expression et c'est la vérité. Il y a un livre que j'ai pas aimé, un livre que j'ai adoré. Enfin non, il y a deux livres que j'ai pas aimé et deux livres que j'ai adoré. Ils sont pas alternés. Alors je dis des conneries, mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais donc commencer avec un échec et je suis un peu beaucoup déçue. Mais écoutez, c'est pas non plus la fin du monde. Donc c'est Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee. J'avais tellement hâte de lire ce livre, j'avais tellement hâte de découvrir cette histoire. Et c'est un énorme échec. J'ai lu 97 pages et je me suis arrêtée parce que je me fais chier. Vraiment. Ici, on va rencontrer, comment il s'appelle, Henri? Un truc comme ça? Non, Monty. Si, il s'appelle Henri Montaigu, je pense. Et on le surnomme Monty. Donc, il est l'héritier d'un espèce de baron... J'ai pas trop compris s'il était américain ou anglais de base, mais... Anglais, je pense. Bref. Donc, il est censé hériter du domaine de son père, de l'entreprise de son père, et enfin, il est censé gérer tout ça juste parce qu'il est le fils de son père. Mais évidemment, comme n'importe quel fils de bourge de l'époque, il en a rien à faire, il veut pas du tout hériter, il passe son temps à sortir, à boire, à faire la fête, machin, bidule et tout, il veut pas. Il est en mode, oui ça va c'est bon, arrête de décider tout pour moi, alors que sans l'argent de son père, il pourra même pas sortir et faire ce qu'il fait. Enfin, rien que ça, moi ça m'agace en fait, ce côté faux rebelle en mode non mais c'est bon, j'ai pas envie d'hériter, j'ai pas envie de travailler, moi je préfère sortir et boire, alors que tu peux pas sortir et boire si ton père a pas l'argent en fait, enfin bref. Et alors pareil, je trouve ça, en fait je trouve le début, le point de départ pas très convaincant, mais bref. En gros, son père, qui en a vraiment marre de son fils, qui en a vraiment marre des comportements de son fils n'est pas du tout motivé, il veut pas du tout apprendre, il veut pas du tout travailler avec son père, hériter du domaine un jour et gérer tout ça un jour. En fait, son fils ne veut pas accepter l'autorité de son père. Tout simplement, il ne veut pas. Il est en mode, ouais, ça va, c'est bon, j'ai 16 ans, fous-moi la paix. Alors, avec les mœurs de l'époque, hein, parce que on est, je sais plus en quelle année, mais on n'est pas en 2000, hein, tu vois, on doit être en 1800 quelque chose. Voilà, on est au 18e siècle, donc on est en 1700 quelque chose, et en Angleterre, bel et bien. Bref, je trouve ce début extrêmement bancal. Et donc son père dit, d'accord, très bien, tu veux pas travailler, tu veux pas hériter du domaine, tu veux pas apprendre comment ça fonctionne et comment tu vas devoir gérer le domaine. Très bien, je t'accorde 1 an, alors que ça fait des années que le gars branle rien, mais bref, je t'accorde 1 an pour faire le tour de l'Europe avec ton meilleur ami. Et quand tu reviens, tu récupéreras le domaine. Bref. Et donc nous, on va suivre donc Monty et son meilleur ami, qui n'a pas la même situation financière que lui. Et la petite sœur de Monty va partir avec eux aussi. Et donc voilà, ils vont partir à Paris et puis ils vont faire un petit tour de l'Europe. Alors, déjà le début m'a pas franchement... En fait, le début m'a pas permis d'apprécier Monty, alors que c'est le personnage qu'on va suivre. Du coup, j'étais un peu en mode, bon, c'est un peu mal barré, mais bon, continuons quand même. Et ensuite, le tour de l'Europe démarre, et ils vont à Paris, et puis ils rencontrent des gens, ils vont à Versailles, ils font des fêtes, des machins, des trucs. Et j'étais en mode, ça va être juste ça, l'histoire. Genre, il y aura pas d'autres éléments, il y aura pas d'autres intrigues. Enfin, genre vraiment, c'est juste le suivre lui dans ses fêtes à travers l'Europe, en mode, ouin, mon père m'a donné un percepteur qui va nous suivre partout, je pourrais pas faire ce que je veux comme j'ai envie, ouin. Bah, j'étais en mode, c'est un peu léger comme histoire. Enfin, pour moi, un young adulte comme ça, c'est trop léger. J'ai besoin de plus, j'ai besoin d'une histoire intéressante, j'ai besoin de... Voilà, alors il y a quand même cette espèce d'intrigue avec son meilleur ami parce que ils sont meilleurs amis tous les deux, mais on parle de romance homosexuelle à un moment donné ici, donc il y a quand même cette ambiguïté là, mais même ça, j'ai pas trouvé ça... Ça m'a pas emballé plus que ça, donc du coup... À bout d'un moment, je me suis dit, bah si c'est juste ça, moi ça me suffit pas, donc j'arrête. Ensuite, j'ai lu un thriller, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de policier thriller, on va dire, donc c'est Le Tueur d'anges de Erika Spindler, c'est un tome 1, mais parce qu'on suit les mêmes enquêtrices dans les 2 tomes, parce qu'il n'y a que 2 tomes dans la saga, mais on peut le lire je pense de manière indépendante. Franchement j'ai adoré, j'ai dévoré ce bouquin littéralement. De toute façon au mois de
au mois de mars, c'était un peu soit je dévore le livre en 2 jours, il n'y en a plus, soit je le traîne pendant 3-4 jours pour lire même pas 100 pages, comme c'est le cas du Mackenzie Lee juste avant. Vraiment. Bref, celui-là, j'ai adoré. En gros, ici, on va rencontrer Kit, je crois, c'est ça, Kit Lundgren. Enfin bref. On est aux États-Unis, elle est flic. Voilà, elle travaille peut-être pas au FBI, non, elle travaille pour les flics de la ville, en gros. Je sais plus c'est quelle ville. Rockford, près de Chicago. Voilà, bref. Donc elle travaille pour la police, etc. Sauf que ça ne va pas. Quand le livre démarre, ça ne va pas pour Kit. Il y a 5 ans, elle a enquêté sur le tueur qu'on a surnommé donc le tueur d'ange parce qu'il tuait des petites filles blondes aux yeux bleus de 8-9 ans, un truc comme ça. Voilà. Donc elle a enquêté sur ce tueur, elle a essayé de l'arrêter, elle a essayé de savoir qui c'était et elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi et pour elle ça a été très difficile d'accepter de clôturer l'enquête et de passer à autre chose. On parle du meurtre de petites filles, mais comme les meurtres se sont arrêtés et qu'ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas d'éléments, ils n'ont pas de suspect, ils n'ont rien, il faut avancer quoi, il faut passer à autre chose, mais elle a beaucoup de mal à faire ça. Dans le même temps, il s'est passé pas mal de choses pour elle au niveau personnel, dans son couple, dans sa vie, dans sa famille, etc. Et donc là, on est 5 ans plus tard. Elle n'a pas trouvé ce meurtrier et en 5 ans, sa vie a été vraiment catastrophique. Il s'est passé vraiment énormément de choses, sauf que un meurtre est commis. Le meurtre d'une petite fille blonde aux yeux bleus. Et donc, le tueur d'ange est de retour. Elle veut enquêter là-dessus, mais sa hiérarchie lui dit non, franchement, t'as fait trop de conneries, en 5 ans, c'est pas possible et tout. Sauf que le tueur d'ange va prendre contact avec elle et va demander à ce que ce soit elle qui mène l'enquête. Et donc, on a en parallèle cette nouvelle enquête sur ce nouveau meurtre de petite fille qui est horrible, évidemment, parce que c'est une petite fille. Hein. Je veux dire, la scène en elle-même de la découverte du cadavre, on n'est pas sur un cadavre mutilé, on n'est pas sur un cadavre meurtri, on n'est pas sur de la nudité, mais ça reste horrible parce que c'est une petite fille de 8 ans qui est morte quand même, enfin, vous voyez. Donc on a cette enquête-là, on va un petit peu en parallèle, hein, vraiment nous raconter ce qui s'est passé pour Kit pendant 5 ans, comment elle en est arrivée là, pourquoi sa hiérarchie a plus confiance en elle, etc., etc., dans sa vie perso, etc., qu'est-ce qui lui est arrivé, et l'enquête d'il y a 5 ans, quelles sont les similitudes avec les meurtres d'aujourd'hui. Et en même temps, elle va avoir une nouvelle coéquipière qui s'appelle Marie-Catherine Riggio. Donc elle va... normalement, Marie-Catherine, en gros, c'est à elle qu'on confie l'enquête au début, sauf que le tueur d'ange demande à ce que ce soit Kit qui enquête, et donc elles vont enquêter toutes les deux, et on a un peu cette rivalité entre femmes de la police que j'ai trouvé très chouette parce qu'en général on a cette concurrence très masculine, vous voyez, avec toute cette testostérone, c'est moi le plus fort, c'est mon enquête et tout, et on n'a pas trop ça chez les femmes, et là on a vraiment cette rivalité entre les deux, mais elles doivent travailler ensemble quand même. Franchement, j'ai adoré ce bouquin, vraiment j'ai trouvé ça absolument génial. J'avais l'impression de lire un épisode d'Esprit criminel. Vraiment, c'est vraiment ça. On a pas mal de scènes où elles réfléchissent soit chacune de leur côté, soit ensemble à pourquoi le tueur fait ça, comment il réfléchit, pourquoi il les habille comme ça, pourquoi il les positionne comme ça, pourquoi il fait ça, pourquoi cet âge-là, pourquoi précisément ces petites filles-là. Vraiment, elles essayent vraiment de... La réflexion du tueur les intéresse bien plus que l'acte en lui-même, comme dans l'esprit criminel, enfin vraiment la psychologie, c'est ça que je cherchais. Et vraiment j'ai adoré ce bouquin, j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai le tome 2 et je vais lire le tome 2 dans peu de temps. Je vous l'ai montré en beau call check-in au moment où je lisais celui-là. Et vraiment je vais lire parce que franchement j'ai adoré ce livre-là. Et on n'est pas sur un grand nom du thriller policier, on n'est pas sur un livre qu'on voit partout comme les Harlan Coben ou les Jean-Christophe Granger. Mais pourtant, moi j'adore Erika Spindler. Vraiment, je vous la conseille, c'est génial. Ensuite, autre genre, un peu plus comme le Mackenzie Lee, j'ai lu Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Ali Sáenz. Et pareil, on est sur un livre que je pense que j'ai dévoré en 3 jours, alors qu'il fait plus de 400 pages, un truc comme ça. Ouais, il fait quasiment 450 pages. Mais les chapitres sont extrêmement courts, genre voilà, là c'est un chapitre entier, pour vous donner un ordre d'idée. Vraiment, les chapitres font 2-3 pages max pour la plupart. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus longs, mais j'adore, ça se lit vraiment vite. Juste rapidement, mon avis global sur le livre, c'est
ok, c'était un bon livre, c'était sympa, ça se lit bien, ça se lit vite, j'ai passé un bon moment. N'empêche que je le trouve surcoté, dans le sens où je comprends pas trop tout l'engouement qu'il y a eu au moment de sa sortie. Ok, c'est un bon livre, ok, ça se lit bien, ok, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas à ce point, quoi. Bref, ici on va rencontrer donc Harry. Harry est un jeune garçon, on est dans les années 80, il a 15 ans, et il est un petit peu en colère, mais pour d'autres raisons que simplement le fait que c'est un adolescent de 15 ans, vous voyez. Dans sa famille, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses dont il ne parle pas avec ses parents. Il est pas fils unique, mais il a grandi comme fils unique parce qu'en fait il a 2 grandes sœurs et un grand frère, mais ils ont 10-12 ans de plus que lui. Ses grandes sœurs et ce grand frère. Donc en fait, il a pas grandi avec eux, il a grandi après eux, littéralement, et donc tout seul en fait. Bref. Donc il est très seul, vraiment, ses sœurs sont plus là, enfin sont plus là, ne vivent plus chez ses parents, alors que lui il y est encore. Au collège, lycée, enfin au lycée, il a pas vraiment d'amis, il est très solitaire comme garçon. Et le livre démarre, c'est l'été, c'est les vacances d'été. Et il s'ennuie tout seul, voilà. Enfin, il s'ennuie pas, mais il est tout seul. Et à un moment donné, il va aller à la piscine. Et à la piscine, il va rencontrer Dante. Ça les fait très rire parce qu'ils ont tous les deux des prénoms de philosophes. Bref, et donc voilà, ils vont nouer une amitié, nouer une relation tous les deux, passer un petit peu l'été ensemble. C'est aussi l'été où Harry passe le permis, il a une voiture, la liberté, tout ça, tout ça. Donc on a d'un côté la vie de Harry chez lui avec ses parents, de l'autre côté la vie de Dante chez lui avec ses parents, et au milieu leur relation à tous les deux qui va se nouer et évoluer. On est dans les années 80, donc en fait la grosse différence qu'il y a entre les années 80 et nous aujourd'hui, ou même nous dans les années 2010 par exemple, c'est que quand ils se séparent et qu'ils rentrent chacun chez eux, ils sont vraiment séparés. Ils sont pas en lien par texto, par Insta, par j'en sais rien, tu vois. Non, ils sont séparés, ils peuvent s'appeler, mais ils vont pas passer la soirée entière au téléphone. Tu vois, c'est pas possible en fait. Alors que nous aujourd'hui, tu peux passer la soirée entière à encore échanger des textos, des trucs sur ton téléphone avec la personne que tu viens de quitter. Pour eux, c'est pas le cas. Bref. Et donc c'est ça qu'on suit, on suit l'évolution de leur relation. Évidemment, il est question de sentiments amoureux entre eux, mais ça aussi c'est des questions très difficiles. On est dans les années 80, c'est pas normal pour eux à cette époque-là d'avoir ça, tu vois. Et alors en parler à leurs parents, c'est très compliqué. Enfin, vous vous rendez bien compte que ça peut être encore compliqué aujourd'hui en 2025 pour certains adolescents d'en parler à leurs parents, alors dans les années 80, c'est quasiment impossible. Et donc voilà, c'est ça qu'on suit l'évolution de leur relation, de leur réflexion. Et puis, il va y avoir deux grands événements qui vont arriver au cours de cet été, qui vont venir un peu bouleverser leur quotidien et leur relation. Et vraiment voir leur relation évoluer, en fait les voir évoluer chacun de leur côté et ensemble, c'était vraiment bien, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment passé un bon moment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une suite qui a été écrite par l'auteur, que je lirai très probablement. Ouais, franchement j'ai beaucoup aimé. C'est juste que c'est un bon livre, c'est un livre qu'il faut lire, mais je trouve quand même qu'au moment de sa sortie on en a fait un peu beaucoup. Peut-être un peu trop parce que y a des gens qui vont s'attendre à vraiment un truc de ouf, alors qu'en fait c'est pas... c'est bien tu vois, mais c'est pas dingue non plus. En fait le problème que j'ai avec tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre au moment de sa sortie, c'est que ça peut créer de la frustration et des déceptions chez certaines personnes, et je trouverais ça vraiment dommage, mais sinon c'est quand même très chouette. Pour le dernier livre, je suis désolée, je sais pas ce que j'ai fait de la jaquette, donc ce sera un livre blanc comme ça, donc c'est Bientôt minuit de Marie Pavlenko. J'aime beaucoup Marie Pavlenko, vraiment. Et avant de démarrer ce livre-là, j'avais pas réellement compris le sujet exact du bouquin. Du coup, j'étais un peu surprise. Honnêtement, j'ai ouvert le bouquin, j'ai lu peut-être 10 pages et je me suis dit, oh là là, c'est pas trop mon délire. J'ai reposé le livre, j'ai lu autre chose, et à la fin du mois de mars, j'ai repris le livre et je me suis dit ok, je passe au-dessus, mais en fait je me suis ennuyée. J'ai lu 51 pages, ce qui est vraiment pas beaucoup, je sais.
En gros, ici, on va rencontrer deux personnes de 60-70 ans par là, donc un homme et une femme. Ils ont fait chacun leur vie de leur côté, ils étaient mariés chacun de leur côté, et en gros, ce qui est dit dans le résumé, c'est que ils s'étaient promis quand ils étaient jeunes que si un jour ils se retrouvaient tout seuls, ils tenteraient quelque chose ensemble. Moi, c'est ça que j'avais compris du résumé. En fait, c'est pas le cas. Ils sont mariés chacun de leur côté, ils ont fait leur vie chacun de leur côté, mais elle trompe son mari avec lui et il trompe sa femme avec elle. C'est ça en fait que j'ai vu dès le début et je me suis dit oh là là, c'est pas ce que je voulais. Il y a une différence pour moi entre être avec quelqu'un, être marié avec quelqu'un, faire ta vie avec quelqu'un et avoir toujours cette question au fond de toi qui dit et si j'avais pas été avec elle mais avec l'autre, qu'est-ce qui se serait passé. Il y a une différence entre ça et réellement tromper sa femme avec cette personne. Vous voyez, c'est... Et là en fait c'est le cas, pendant des années ils ont trompé leur mari et leur femme et je comprends pas pourquoi tu fais ça, encore moins pourquoi tu fais pendant des années en fait. Divorcez et mettez-vous ensemble si c'est ce que vous voulez, tu vois, mais vraiment je comprends pas. Donc j'ai lu les premières pages et je me suis dit oh là là, ça va pas le faire. Je l'ai reposé, puis je me suis dit bon allez, c'est Marine Pavlenko, il y a peut-être quand même autre chose derrière, une autre thématique, un autre sujet, je vais quand même le reprendre et quand même continuer. Et je l'ai repris et j'ai continué et effectivement, en gros, au début du livre, on t'expose leur situation, ils sont mariés chacun, etc. etc. Et puis, elle a perdu son mari il y a plusieurs années et lui, il vient de perdre sa femme quand le livre démarre. Donc en fait, elle est un peu en mode, bon c'est triste, sa femme est morte, etc. Mais ça veut dire qu'on peut être ensemble. Sauf que, pas du tout. Lui, il va renier sa promesse et il va ne pas prendre contact avec elle, il va l'éviter. Alors que techniquement ils peuvent enfin être ensemble et quelque part ça me gêne encore plus, c'est à dire que le gars a trompé sa femme pendant des années et au moment où elle meurt c'est là qu'il se dit ah mais non c'est pas bien de me mettre avec elle. Les gars en fait tu l'as fait pendant des années alors qu'elle était vivante et là d'un coup elle est morte, ça te dérange? Enfin bref. Et donc en fait on va suivre séparément leur quotidien, en tout cas au début du livre on a, lui il est un peu, il va en maison de retraite, donc t'as le quotidien de la maison de retraite, une vision bien pessimiste hein, de la maison de retraite d'ailleurs, j'ai trouvé. Et puis on a sa vie à elle, où on te montre bien que tout ce qu'elle fait lui prend du temps, genre se lever, se préparer, ça, elle marche doucement, elle a mal partout, ça prend du temps. Et en fait j'étais en mode... Alors, de base, de par ce qu'ils ont fait, c'est pas des personnages que j'apprécie, tu vois. Lui, encore moins que elle, on va pas se mentir. Et suivre leur quotidien de vieilles personnes, excusez-moi, mais ça ne m'intéresse pas en fait. Voilà, j'étais un peu en mode... c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ok. Donc... j'aurais bien aimé continuer et franchement s'il y avait eu un petit peu moins parce que c'est Marine Pavlenko j'aurais continué, c'est ce que j'ai fait hein. Franchement avec n'importe quel autre auteur, n'importe quelle autre autrice que je connais pas et que je découvre ou que j'aime pas autant que Marine Pavlenko, rien que le fait de la tromperie j'aurais pas été plus loin. Là parce que c'est Marine Pavlenko j'ai donné une deuxième chance, j'ai continué tu vois, mais je me retrouve en mode ça me plaît pas en fait, ça m'intéresse pas, les personnages ne m'intéressent pas, les personnages de base partent de loin avec moi, il va falloir qu'ils me prouvent, qu'ils me donnent envie de les suivre. Et suivre le vieux monsieur dans sa maison de retraite, ça m'intéresse pas. Et la vieille dame dans son appartement qui met 4 heures à aller acheter sa baguette de pain, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc voilà. Ils s'appellent Emma et Lucien, pardon, j'aurais pu vous donner les prénoms avant. Mais vraiment, en fait, j'aurais tellement aimé autre chose de ce bouquin-là, j'aurais tellement aimé ce livre-là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est Marine Pavlenko, mais là, vraiment, non, en fait. Voilà. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 livres-là, je vais m'arrêter là pour cette update, pour éviter de le rallonger pour rien. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.